Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Attention, je pars du principe que vous avez tout vu et tout lu de Twin Peaks, donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Et bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. L'épisode 13 est dans la lignée du précédent, mais avec un peu plus de peps. Il y a encore pas mal de scènes qui se passent avant certaines des épisodes précédents. Nous commençons très fort avec les frères Mitchum, Candy, Sandy, Mindy et Cooper en train de faire la fête dans les locaux des assurances Lucky 7. Ils sont tellement contents d'avoir leur chèque qu'ils décident d'offrir des cadeaux à Dougie et à Graine de Bagarre sous le regard éberlué d'Anthony Sinclair. Celui-ci n'a donc plus d'autre choix que de devoir tuer Dougie lui-même, comme lui confirme Mr. Todd par téléphone. Ce dernier d'ailleurs, agacé, doit sentir l'étau se resserrer sur lui. Les cadeaux des frères Mitchum ne s'arrêtent pas là, car même Sonny Jean a droit à sa petite installation dans le jardin. S'ensuit alors une scène nous montrant l'utiliser le soir même. Scène avec un projecteur qui donne l'impression d'une lune tournant autour de la Terre, une façon de souligner encore la lune noire à venir dans le récit ? C'est bien probable. Mais attendez, j'avais dit dans ma précédente vidéo que Dougie allait voir les Mitchum le vendredi. Ça ne peut pas coller, car ça voudrait dire que ce jour-là nous sommes le samedi 1er octobre et que le suivant est le dimanche 2 octobre. L'explication est juste que j'ai fait une petite erreur. Ce que j'ai pris pour le jeudi matin très tôt chez les Mitchum dans l'épisode 10 était en fait le mercredi. En effet, je m'étais basé sur la météo à la télévision qui nous présentait celle des jours à venir. Ça commençait le jeudi, mais il est plutôt probable que juste avant cela, la météo du mercredi, qui fut le jour même, soit annoncée, et que seulement après nous soient montrés les jours suivants, comme cela se fait souvent dans les journaux télévisés. Je récapitule donc cette chronologie. Dougie se fait attaquer par Ike le mardi soir. Le mercredi, pendant que Dougie se fait interroger par la police et va chez le médecin, les frères Mitchum regardent la télé, puis reçoivent la visite d'Anthony Sinclair, et décident alors d'appeler Lucky 7 pour un rendez-vous le lendemain, soit le jeudi. Le jeudi donc, Dougie va les voir avec une tarte à la cerise, et ils passent la nuit à faire la fête ensemble. Et le vendredi est ce qui nous est montré en ce début d'épisode, et un peu plus loin lorsqu'Anthony va voir la police, mais ça j'y reviendrai plus tard. Pendant ce temps, au Montana, Mr. C débarque dans un repère de crapules où se cache Ray. S'ensuit des scènes pleines de testostérone, et le mauvais Cooper réussit donc à obtenir les informations qu'il attendait de Ray avant de le tuer. Il a donc récupéré les coordonnées d'Hastings qui mènent sans doute à Twin Peaks. Mais il apprend également que c'est celui qui se fait appeler Philip Jeffries qui cherche à le tuer, et à le renvoyer dans la loge via la bague verte. Tout ça afin visiblement de récupérer Bob. Jeffries serait de mèche avec les clodos de l'espace et souhaite doubler Mr. C. Il n'y a plus qu'à attendre la confrontation entre ces deux compères pour en savoir plus. Dans la salle avec les autres truands, voici que Richard Horn fait son apparition. Il observe la scène très attentivement. Va-t-on assister à des retrouvailles père-fils démoniaques ? En tout cas, sa présence atteste bien que l'accident de voiture et l'agression de sa grand-mère Sylvia remontent à plus loin dans le mois de septembre, comme nous le pensions, et qu'il est sans doute dans le Montana depuis plusieurs jours déjà. S'ensuit une scène hilarante avec les frères policiers Fusco, qui nous font bien comprendre que nous sommes le vendredi puisque le week-end est à venir et que cela fait 2 jours que Mr. C s'est évadé de prison. Ils ont enfin reçu les résultats d'empreintes de Dougie, et apprennent donc qu'il s'agit de Dale Cooper, un ancien agent du FBI, qui se serait évadé de prison. On peut clairement dire qu'avec cette histoire d'empreintes de Dougie, Lynch et Frost nous ont sacrément trollés, nous qui pensions que Gordon allait pouvoir retrouver la trace de Dale Cooper ainsi. C'est à la suite de cette scène d'ailleurs qu'Anthony va chercher une info sur du poison auprès d'un policier corrompu. Cette scène se passe donc toujours le vendredi, mais avant la scène de Sonny Jim jouant dans le jardin en soirée. Pendant ce temps, notre couple de tueurs favoris est toujours en chemin et vont sans doute bientôt arriver à Las Vegas pour le prochain épisode. Nous retournons chez Lucky 7 où visiblement il bosse aussi le samedi matin, ce qui n'est pas rare aux États-Unis. Nous sommes donc normalement le samedi 1er octobre à ce moment. Si la partie de ma théorie sur la lune noire tient toujours, Cooper ne reviendra pas ce jour-là à 2h53 du matin, comme je le pensais au départ, mais à 14h53 donc, l'après-midi. Mais bref, Anthony essaye d'empoisonner Cooper, mais ce dernier, sans doute aidé par la loge et Mike, fait craquer Anthony. Et Coop a mangé une tarte avec un café, mais cela ne l'a pas réveillé pour autant. Mais nous avons peut-être l'explication avec la scène avec Norma. Il faut une part de tarte avec la recette du double R, une recette suivie à la lettre, sinon ça ne peut pas marcher. Cette scène au double R se situe d'ailleurs facilement au jeudi 29 septembre, puisque Bobby dit qu'ils ont trouvé un mot de son père le jour même. Ce moment est probablement à mettre en parallèle avec la scène où le shérif et Hawk regardent la carte dans l'épisode 12. Visiblement, Ed et Norma n'en ont toujours pas fini avec les triangles amoureux. La scène est aussi un bon sous-texte du capitalisme jusqu'au boutiste contre un certain art de vivre.
On sent que cette thématique tient au cœur des scénaristes. Et sinon, vous le sentez, le Head prêt à devenir un véhicule? La tristesse serait une bonne porte d'entrée pour un esprit. Lorsqu'il craque les allumettes à la toute fin de l'épisode, c'est cette pensée qui m'a traversé l'esprit. J'espère me tromper. D'ailleurs, sinon pour ma part, je trouve que Jacoby et Nadine feront un beau couple. Pas vous? Nouveau trollage des scénaristes sur la timeline, avec la scène de Sarah Palmer qui regarde un moment de match de boxe en boucle sur sa télévision. Comme pour bien appuyer cette sensation de boucle que nous avons avec le montage des scènes depuis quelques épisodes déjà. D'ailleurs, dans le salon de Sarah, vous avez vu qu'elle mangeait du maïs et qu'il y avait des lapins en faïence devant sa télévision? Par contre, Audrey, on dirait qu'elle est chez le psy plutôt qu'avec un mari. En tout cas, il y a un truc. Peut-être est-elle sous tutelle, ce qui expliquerait pourquoi le shérif va voir Ben plutôt qu'elle à propos de Richard. Cette scène a dû faire plaisir aux fans d'Audrey quand elle dit qu'elle n'est pas elle-même. Sinon, j'ai bien aimé l'évocation de Ghostwood. Le projet est donc arrivé à terme comme le suggérait le livre de Mark Frost. Mais visiblement, quelque chose cloche là-bas. Et le dernier petit troll pour la route, avec la chanson de James, que tout le monde, en tout cas beaucoup de fans détestent, et qui est souvent moquée sur internet. Ah, c'est vraiment juste parfait. Bravo Lynch. Dans l'épisode 3, alors que Cooper est dans ce qui semble être la White Lodge, ou zone pourpre comme certains l'appellent, nous voyons un drôle d'appareil électrique portant le numéro 15. Comme nous l'avons vu, l'électricité et les machines électriques sont des passages ou des portails d'un univers à l'autre. Dans cette pièce où le temps semble à la fois avancer et reculer par un jeu de montage du plus bel effet, se trouve une femme asiatique sans yeux, et visiblement également muette. Cette dernière interdit à Cooper de s'approcher de la machine car celle-ci pourrait l'attirer vers son monde, mais aussi le tuer par la même occasion. La théorie avancée par quelques fans, comme Acide sur le forum de l'association Philactère, serait que cet appareil est un portail vers l'épisode 15. Le moment où est censé arriver Dale Cooper à l'origine. La femme sait que c'est dangereux pour lui de l'emprunter, car elle fait des signes de décapitation à ce moment. Sans doute que les clodos de l'espace sont à l'autre bout, à l'attendre ou à garder le passage. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je pense que seule l'action de Bobby Hawk et du shérif, lorsqu'ils iront au palais de Jack Rabbit, permettront à Cooper d'emprunter ou de réemprunter le passage sain et sauf. Le 1er octobre à 2h53. Et le tout suite au phénomène de la lune noire. La femme sans yeux, sachant que c'est dangereux pour lui de l'emprunter pour se rendre au 1er octobre, décide d'utiliser un autre moyen détourné pour envoyer Cooper dans l'épisode 15. Et ce moyen est sur le toit. Après que la femme ait activé l'interrupteur sur le toit, Dale retourne dans la pièce. Et quelque chose a changé, puisque l'effet de montage signifiant une distorsion du temps n'est plus là. Il a sans doute eu un bond dans le temps. Il est possible que Cooper soit déjà à ce moment-là dans l'épisode 15 de la série, lequel se déroulera le 1er octobre, comme cela est bien montré sur la montre du personnage ressemblant à Ronette. De plus, il est 2h53, le portail va s'ouvrir. C'est le moment pour Cooper de retourner dans son univers. Seulement voilà, malgré le bond dans le temps, la porte de sortie est encore et toujours bloquée par Mother, qui essaye de rentrer. Du coup, Dale doit finalement emprunter le portail du mécanisme, mais ce dernier a alors changé et affiche le numéro 3. L'appareil électrique est désormais un passage vers l'épisode 3. Cooper passe au travers et ses doubles recrachent tous deux leur Garmon Bonzia, alors que les portails vers la Black Lodge s'ouvrent précisément à 2h53, la même heure qu'indique le mot du Major Briggs. D'ailleurs, le bon Cooper a repris la place du premier double qui aura recraché son Garmon Bonzia, et ce fut Doogie. Dire que durant tout ce temps, nous nous focalisions sur la clé du Grand Nord, qui était la chambre 315. Un leurre comme savent si bien le faire les scénaristes. Souvenez-vous de Mike et Bobby durant la première saison par exemple. Toute cette théorie semble se confirmer avec le poteau électrique numéro 6, lorsqu'il a l'accident de l'enfant écrasé par Richard. Ce poteau numéro 6, où semble partir l'âme du gamin, se trouve dans l'épisode numéro 6 justement. C'est pourquoi le moment de la lune noire, le 1er octobre à 2h53, nous allons sûrement retourner dans les lieux de l'épisode 3, et que Cooper va peut-être y retrouver ses chaussures. Que ces portails portent le numéro des épisodes dans lesquels ils apparaissent comme une indication, aussi bien pour le personnage que les téléspectateurs que nous sommes, et encore une pierre de plus pour la théorie du troisième monde. Voir mes précédentes vidéos. Et tout ceci nous indique bien également qu'il faut se méfier d'une chose très importante, car durant le 1er octobre, la lune noire s'avérera assez dangereuse, comme je l'ai déjà suggéré dans la vidéo sur l'épisode 10 avec un symbole bien particulier. Selon vous, à quel personnage mythologique est associée la lune noire? Il s'agit du démon Lilith. Lilith est un démon féminin de la tradition juive, la mère de tous les démons.
Bob en étant un parmi les autres, le père étant sans doute le mal dont sont capables les hommes, la bombe atomique en tête. Elle est à l'origine un démon mésopotamien. Dans les légendes juives, qui se répandent au Moyen-Âge, Lilith est représentée comme la première femme d'Adam, avant Ève. Elle constitue ainsi une figure récurrente dans les rituels magico-religieux car elle représente un danger pour les femmes enceintes, mais aussi et surtout pour les enfants. Voilà pourquoi les enfants sont autant en avant cette saison. Ils sont clairement en danger. Avec la Dark Mother, nous sommes donc en plein dans cette thématique, et voilà pourquoi il est si important d'avoir noté qu'une lune noire allait avoir lieu. D'ailleurs, dans des traductions plus anciennes, le mot hébreu ou grec est rendu par des termes se référant à des créatures mythologiques, démoniaques ou monstrueuses, effrayantes ou encore à des animaux nocturnes, à cause de la mauvaise étymologie qui a fait dériver Lilith de la racine hébraïque signifiant nuit aux créatures de la nuit, comme le hibou ou la chouette. On se rend compte alors que la figure de Lilith était présente dès les débuts de la série, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Je ne sais pas vous, mais plus le temps passe, et moi je suis réticent à une saison 4. Le replay de Showtime a été grave boosté par la série, visiblement. Donc la chaîne serait satisfaite. Une saison 4 serait-elle donc envisageable ? La chaîne APH a fait savoir qu'elle n'était pas contre l'idée. Encore faut-il que Lynch et Frost en aient envie. Mais quelque part, ne devaient-ils pas faire 3 films à la base ? Parce que la saison 3 finalement ne raconte qu'une seule histoire. Je pensais qu'on aurait une histoire sur 9 épisodes, puis une deuxième sur le reste de la saison pour tout conclure. Mais peut-être en ont-ils encore sous le pied. Maintenant que tous les anciens personnages sont réintroduits et que des nouveaux les ont rejoints, ce serait plus facile et ça permettrait d'avoir une action essentiellement à Twin Peaks. Je pense que tous les acteurs seraient plutôt chauds pour revenir. Et j'aimerais voir des persos de Vegas et Buckhorn emménager à Twin Peaks carrément. La famille Jones et les frères Mitchum en tête. Et pour Albert, je le vois bien se marier avec la légiste de Buckhorn et envoyer une carte postale de son voyage de noces par exemple, avec un texte tout mielleux plein de bons sentiments, histoire de donner une bonne fin à ce personnage qui nous manquera beaucoup. Ceci dit, il ne faut pas que la série dure trop longtemps non plus. Mieux vaut une série avec peu d'épisodes au final, mais que la qualité soit toujours là. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager bien sûr cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. For